Bonjour à tous et à toutes. Donc, une nouvelle fois, je suis présent avec vous au titre du représentant du Conseil scientifique pour faire cette petite introduction très courte puisque, vous le verrez, Catherine Armengaud fera une présentation assez détaillée et complète sur le parcours de notre collègue conférencière et sur son implication dans la problématique de l'énergétique et de l'habitat. Alors, juste deux mots. Très rapide. Le premier, donc, on vient d'en discuter. Donc, vous le savez peut-être, certains d'entre vous impliqués dans ce domaine, le projet CEDAR, très largement, disons, focalisé sur les problématiques d'énergie renouvelable, dans lequel une composante importante est la problématique de la consommation d'énergie par rapport à l'habitat. Donc là aussi, on verra un petit peu l'évolution de ce projet par la suite, mais cette conférence est un bon moyen de nous alerter aussi sur l'importance de ce type de programme et peut-être relancer les choses. Donc ça, c'était le premier message que je voulais vous faire passer. Le deuxième message, c'était que sur cette problématique, et ce n'est pas à notre collègue conférencière que je vais la prendre, et même à certains d'entre vous qui êtes à l'université depuis bien longtemps et qui connaissez bien ce domaine, c'est que je me souviens, bien avant de rentrer à l'université, de l'existence d'une maîtrise à l'université précurseur, qui était la maîtrise des sciences et techniques physiques de l'habitat, MST, qui existait, sauf erreur de ma part, au tout début des années 80, peut-être même légèrement avant, 74. Donc merci de cette correction, effectivement. Et donc je me permets d'en dire un mot parce que moi j'ai été jeune étudiant physicien à l'université et bien que je n'ai pas suivi moi-même cette maîtrise particulière, j'y ai été très sensible et elle a été, je crois, un facteur d'attractivité pour les parcours en physique. Et je crois qu'elle était très innovante parce qu'on parle de 1974, donc les problématiques sont aujourd'hui encore plus complexes et encore plus exigeantes, mais on voit comment l'université a, je crois, été à ce niveau-là très précurseur dans ces problématiques et je voulais le dire. Voilà, merci. Merci François. Bonjour et merci d'être venus nombreux à cette conférence. Donc chaque année, nous vous proposons un nouveau projet de cycle de conférences et je voulais souligner que ce projet peut prendre forme grâce au travail et à l'enthousiasme de l'équipe de programmation, et en particulier grâce au travail de Véronique Prévost et de Sophie Rességuier-Faro. Donc je voulais aujourd'hui prendre le temps de les remercier très chaleureusement. Nous travaillons depuis déjà quelques années à ces conférences et je crois que je ne vous ai pas souvent remercié, donc je vous remercie très chaleureusement pour toutes les autres fois où je ne l'ai pas fait suffisamment. Alors, je voulais aussi rappeler que ce comité de programmation a la difficile tâche de proposer des conférences qui portent sur des thèmes très fédérateurs, des thèmes transversaux, et qui vont nous permettre de vous faire découvrir un large panel de thématiques scientifiques présentes sur l'université. Et aussi, par la même occasion, ça nous permet de, comme l'a dit François tout à l'heure, ça nous permet de vous faire découvrir des formations qui sont associées à ces thématiques de recherche. Alors, nous avons aussi le souci d'assurer une bonne visibilité des acteurs et des actrices de l'université Paul Sabatier. Et de surcroît, le thème que nous choisissons doit être, si possible, au cœur des préoccupations sociétales. Alors enfin, nous voulons que ces conférences soient accessibles au plus grand nombre de personnes. Et donc, les intervenants et les intervenantes que nous contactons ont la difficile tâche de nous proposer une conférence de haut niveau, mais doivent aussi faire un effort de vulgarisation pour rendre cette conférence accessible au plus grand nombre. Alors, en tant que membre du comité de programmation, j'ai proposé l'intervention de Françoise Tellier, qui est ici, car je pensais que Françoise Tellier était la femme de la situation, si je puis dire. Comme vous le savez, depuis le mois de novembre, nos conférences portent sur les énergies. Et donc, nous avons commencé ce cycle de conférences par l'énergie noire. Et Alain Blanchard nous a emportés dans le cosmos, à la recherche d'énergie aux limites de l'univers. Aujourd'hui, la conférence de Françoise Tellier va se situer au cœur de nos préoccupations quotidiennes, puisque nous désirons étudier, travailler dans des bâtiments confortables, bien chauffés, mais cependant, nous savons
que les économies d'énergie sont d'actualité, plus que nécessaires. Donc, comment résoudre ce dilemme entre confort et économie d'énergie? Donc, aujourd'hui, nous recevons une physicienne qui va essayer de nous expliquer comment on peut résoudre ce dilemme. Comme je l'ai dit, Françoise Tellier était la femme de la situation, car elle est professeure d'université en section 62, c'est la section énergétique. Elle a obtenu un DEA énergétique et génie des procédés ici à l'UPS, puis elle a préparé un doctorat en énergétique à l'UPS qui s'intitulait « Modélisation du comportement thermique de l'homme et de son habitat, une approche de l'étude du confort ». Donc on est en plein dans le sujet. Elle a ensuite obtenu une HDR en spécialité énergétique, l'homme et son environnement thermique, modélisation. Et actuellement, elle développe ces différents axes de recherche au laboratoire PHASE, physique de l'homme appliquée à son environnement. Donc dans ce laboratoire, elle va développer différentes thématiques, l'énergétique des enceintes habitées, les interactions homme-environnement thermique, confort thermique et thermophysiologie, simulation thermique dynamique des bâtiments, performance énergétique et développement durable. Donc Françoise Tellier, parallèlement à cette recherche, dispense des cours à l'UPS, en particulier aux étudiants de licence pro et de master en génie de l'environnement, et elle est responsable de la filière formation énergétique, génie de l'habitat, performance énergétique et confort. Elle est également amenée à faire des audits, et en particulier des audits pour la mairie de Toulouse, mais aussi pour l'UPS, pour des bâtiments d'enseignement, mais aussi pour l'UPSIDOM. Et je voulais souligner qu'avec Françoise Monjou, elle avait permis à ses étudiants de master de participer au projet de la crèche de l'UPS. Cette crèche qui a été longtemps attendue et qui est vraiment un projet formidable. Donc elle a permis à ses étudiants de jouer leur rôle d'assistant à la maîtrise d'ouvrage. Et je pense que c'est quelque chose de très important pour notre université de faire participer nos étudiants à ce genre de tâches. Pour finir, je dirais que vous êtes aussi membre de l'association Négawatt et du GAT, c'est-à-dire du groupement d'action thématique piloté par le CNRS Habitat et Ville Durable. Récemment, vous vous êtes investi également dans la Fédération de recherche Système Habitat et Habitat Durable à l'UPS. Donc je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Nous allons vous écouter sur ce thème que vous avez intitulé « Peut-on réduire les consommations d'énergie sans sacrifier le confort ?» Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, comme il vient d'être dit, je fais ma recherche au laboratoire PHASE, qui lui-même donc, est dans cette nouvelle fédération de recherche, qui est habilitée depuis moins d'1 an, qui donc s'appelle Système Habitat et Habitants pour le développement durable, autrement dit SHHD, qui regroupe un certain nombre de personnes émanant d'à peu près tous les laboratoires du site de l'UPS, qui s'intéresse à cette thématique. Donc effectivement, je suis responsable de la filière complète de la licence 3 au Master Pro Génie de l'Habitat, sous-titre Performance énergétique et confort, qui est donc l'ancienne maîtrise des sciences et techniques de physique appliquée au bâtiment et au milieu de vie, donc, qui était donc dans les formations complètement précurseurs dans le domaine. Je reviendrai sur certains exemples, effectivement, de travaux qu'on a fait avec les étudiants. Mais donc aujourd'hui, le titre de mon intervention, c'est « Peut-on réduire les consommations d'énergie sans sacrifier le confort ?» Alors tout d'abord, en guise d'introduction, ces courbes que vous connaissez tous du GIEC, qui montrent que le climat se dégrade, qu'on va vers une catastrophe, mais je tiens à dire que la planète n'est pas en danger, elle guérira de ce que l'homme lui a fait, une fois que l'homme aura disparu. Et donc, le problème, c'est bien notre vie sur cette planète. Donc, on parle de pollution anthropique, donc pollution liée à l'être humain. Donc, on va passer sur une réflexion plutôt anthropocentrée, c'est-à-dire l'homme au centre de la réflexion. Et j'aime bien cette phrase en anglais, donc, qui est assez intraduisible en français. « Buildings don't use energy, people do ». Effectivement, c'est comme ça qu'il faut voir le problème. Alors d'abord, quelques constatations simples, qui fait qu'en même temps, ce domaine d'études est large, compliqué
et pour certains trivial, c'est que l'homme et l'énergie sont complètement indissociables. Le feu a été la première grande découverte de l'humanité qui lui a permis de progresser. Et donc depuis, on est à la recherche de produire de plus en plus d'énergie. Deuxième constatation, l'habitat et l'habitant sont indissociables, et donc je parlerai d'habitat puisqu'il renvoie bien au terme d'habitant, et l'habitat au sens général a été probablement une des premières inventions de l'homme. Malheureusement, cet habitat, donc on va dire le bâtiment, consomme à peu près 50% de l'énergie en France. Alors il faut revenir vraiment aux fondamentaux de cet habitat. Vraiment l'objectif numéro 1, c'est protéger l'homme du climat, des agressions. Alors ça a été les animaux, maintenant c'est tout type d'agression, on parle de protection contre le vol, etc. Mais vraiment, la fonction première, en fait, si l'homme s'est allé se mettre dans les cavernes, c'est pour se protéger d'un point de vue thermique. Donc sur Terre, le climat, ordre de grandeur, peut varier entre moins 50 et plus 50, et l'être humain, le centre du corps humain, et ça vous le savez tous, doit être à 37 degrés, plus ou moins un demi-degré, sinon c'est qu'on est malade. Et donc l'être humain a développé un tas de couches successives pour se protéger de ce climat. Alors c'est les habits, qui sont notre premier habitat, et puis c'est l'habitat qui nous permet, comme ça, donc, de nous protéger. Malheureusement, c'est consommateur d'énergie. La deuxième chose qui est importante à voir, c'est que cet habitat aussi, on veut qu'il soit confortable et qu'il nous protège d'un point de vue sanitaire. Donc quand on dit confortable, de manière générique, c'est-à-dire qu'on veut qu'il soit chauffé, décoré, éclairé, convivial. On demande énormément de choses à notre habitat et on ne se rend pas toujours compte à quel point on lui demande vraiment beaucoup de choses, puisqu'on lui demande éventuellement de se déplacer en étant toujours aussi confortable. Alors tout ce qu'on a développé depuis des millénaires, c'est pour assurer notre confort. L'homme est hédoniste, il cherche à être dans une situation qui lui convient le mieux. Donc il a développé un tas de techniques, de technologies, et toutes ces technologies demandent de l'énergie. Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on ne sait pas produire de l'énergie en grande quantité sans générer de la pollution. Et donc à l'heure actuelle, on génère de la pollution, ce qui nous entraîne dans des chaos climatiques qui font qu'il y a de plus en plus de risques de canicule, que du coup on se dit la technologie est là, il suffit de climatiser et on consomme plus d'énergie et on pollue plus et la boucle est bouclée. Donc cette boucle, il faut en sortir. Donc il va falloir réduire nos consommations d'énergie puisque de toute façon on n'a pas tellement le choix, que ce soit d'un point de vue climatique ou d'un point de vue épuisement des ressources. Donc à la question de départ, peut-on réduire les consommations d'énergie sans sacrifier le confort? La question reste ouverte. Si on pose les questions différemment, peut-on avoir du confort sans énergie? La réponse est évidemment non. L'autre question, peut-on se passer de l'énergie? La réponse est évidemment non. On est dans une société qui est énergie addict, clairement. Et puis, se passer d'énergie, ça suppose effectivement plus de chauffage, plus d'éclairage, plus de bâtiments, et donc retourner à l'homme des cavernes, et on n'est pas encore tout à fait prêt pour ça. Donc il va falloir trouver des solutions. Donc la vraie question, en fait, c'est comment minimiser l'énergie en maximisant le confort ou en maintenant des conditions de confort acceptables pour tous. Puisqu'en fait, on n'est pas tellement prêt à sacrifier notre confort. Donc il va falloir trouver un intermédiaire. Alors des petits rappels aussi, on passe 90% de notre vie dans nos sociétés, dans des habitats, avec, donc vous voyez ces représentations pour les enfants et les adultes. Donc ça c'est des courbes du Centre scientifique et technique du bâtiment. Donc là on voit pour un adulte, c'est domicile, travail et puis transport qui est aussi un habitat. Autant dire que cet habitat est important pour deux choses. D'abord, on va lui demander des conditions de confort optimales, donc que ce soit en thermique, en acoustique, dans tous les domaines, qui soient faciles de gestion, mais aussi de plus en plus on demande qu'ils préservent notre santé, puisqu'on se rend compte qu'on a de plus en plus de maladies qui sont liées au bâtiment lui-même, puisque en France, vous voyez ces chiffres,
Les estimations sont larges, hein. On considère entre 10 et 40 milliards par an le coût de la mauvaise qualité de l'air dans les bâtiments. Et donc on considère qu'à peu près 25% des maladies sont liées à des problèmes environnementaux. Donc ça, c'est des chiffres de l'OMS. Apparaissent de plus en plus ce qu'on appelle le Sick Building Syndrome, qui est donc le syndrome du bâtiment malsain, ou le MCS, qui est donc une sensibilité multiple à des agents chimiques qui génèrent un bon paquet d'allergies, puisque les allergies augmentent à peu près de 100% tous les 20 ans. Donc il faut que nos bâtiments soient sains pour que nous soyons en bonne santé aussi. Alors, on va basculer sur une approche scientifique, dans un premier temps, du bâtiment ou de l'habitat. Donc d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une approche qui est totalement multiphysique. On a l'environnement lumineux, l'environnement acoustique, l'environnement thermique et la qualité de l'air, donc qui va s'intéresser à la mécanique des fluides, la pollution, les poussières ultra-fines, etc. Viennent aussi donc de plus en plus l'électronique et l'automatique. Donc ça couvre absolument tous les domaines des sciences. L'objectif est de faire tout ça avec une bonne performance énergétique. Et puis, vient l'être humain au milieu. Et là, dès qu'on parle de confort, il va falloir avoir la prise en compte des 5 sens, puisque c'est comme ça que nous ressentons notre environnement. Si on prend encore un peu de recul, donc quand on voit le bâtiment, il est soumis à un certain climat, tout ce domaine donc, va concerner les physiciens, et puis de manière plus large sur le terrain, les architectes et l'ingénierie au sens large. Vient en France, en plus, une législation qui est très très prégnante dans le domaine du bâtiment. Vient en plus les problèmes de développement durable, de pollution, etc. Tant qu'on en est là, on est encore à peu près dans le domaine des sciences dures. Et puis l'être humain arrive, qui n'aime ou n'aime pas son environnement, et là viennent se greffer un tas d'autres domaines scientifiques qui vont être donc la physiologie, la thermophysiologie dans ce qui concerne la thermique, la psychosociologie, l'ergonomie, les problèmes de santé et les problèmes d'économie. Donc c'est une approche qui doit être multidisciplinaire. Ça fait encore partie des grosses difficultés d'avoir un vocabulaire commun entre les différentes disciplines, d'avoir des objectifs communs, d'avoir des manières de voir communes. Et donc ça, c'est encore un enjeu important, surtout en France. Quelques définitions du confort avant de rentrer plus dans les détails. Donc, il y a le confort, donc la première définition qui est le confort, bien-être matériel, commodité qui rendent la vie agréable à tous. Donc ça, c'est la définition standard. Nous, on utilise plutôt la définition donc, qui est, je vous ai mis en rouge ici, qui est donc le confort, c'est l'état d'esprit qui exprime la satisfaction envers l'environnement. Donc ça, c'est la définition internationale de l'ASHRAE, qui est l'association dans le domaine du génie climatique, qui regroupe les chercheurs et les bureaux d'études. Et donc là, on voit bien apparaître les deux dimensions. Donc c'est l'état d'esprit qui exprime la satisfaction. C'est vraiment de la psychosociologie et envers l'environnement. Donc là va arriver la physique. Et puis il y a un tas d'autres définitions que je ne vous lirai pas, que vous lirez si vous en avez l'occasion. Ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que de plus en plus, les gens se plaignent de problèmes de confort. Ou plutôt, je vais dire, ils se plaignent de problèmes d'inconfort. On va s'exprimer comme ça, j'ai froid aux pieds, j'ai un courant d'air, etc. Et très souvent, en fait, on ne sait pas très bien les gérer. D'autre part, les problèmes donc, de confort et de santé sont très étroitement liés. Et donc, on peut avoir des problèmes sanitaires au cours du temps à cause d'une ambiance très dégradée d'un point de vue des paramètres physiques. Revenons-en donc à ce lien très étroit entre énergie, habitat, habitant. Donc, comme le montre ce schéma ici, quand on a des systèmes qui sont très étroitement couplés, eh bien, ce n'est pas toujours facile de savoir par quel bout prendre les phénomènes. Donc, d'abord, dans un premier temps, j'éclate les phénomènes. Donc, évidemment, l'habitant, en tant qu'être humain, a besoin d'énergie déjà pour ses besoins énergétiques journaliers. Il mange et il va convertir cette nourriture en énergie pour faire un tas de choses. Le bâtiment, l'habitat, a des demandes énergétiques, alors au cours de tout le cycle de vie, mais après, pendant la phase d'exploitation, donc sous forme de chaleur et d'électricité. Et puis, l'habitat
est là pour nous procurer des conditions de vie optimales. Alors d'un point de vue de l'énergie, donc ça c'est un rapide aperçu de l'histoire de l'énergie. Donc on a tous les types d'énergie classiques, puis arrive l'ère industrielle avec la découverte du charbon, du pétrole. Il y a une manière de voir différemment les choses que j'aime bien, donc qui a été développée par Jean-Marc Jancovici, c'est parler de l'esclave énergétique. Donc l'homme primitif, il n'avait que ses petits muscles pour faire des choses. Et puis si on convertit ça en homme, eh ben, à l'heure actuelle, dans nos sociétés technologiques, nous avons à peu près 115 esclaves derrière nous. Donc c'est à peu près comme si on avait 115 personnes qui faisaient un tas de choses pour nous en permanence. Donc on consomme beaucoup d'énergie. Et donc ça, c'est vraiment ramené à la consommation individuelle. Et puis ce qui change aussi, c'est que on parle beaucoup d'économie d'énergie, mais le problème, c'est que vous voyez cette courbe, donc ça c'est la courbe d'augmentation de la population. Donc la population augmente de manière exponentielle. Nos consommations d'énergie augmentent énormément, hein, puisque vous voyez ici, en 3 générations, la consommation individuelle a été à peu près multipliée par 8. Et si on en revient au lien entre consommation d'énergie et santé ou espérance de vie, cette courbe ici vous donne l'espérance de vie en fonction de la consommation d'énergie par personne. Et donc vous voyez évidemment que les pays qui consomment beaucoup d'énergie ont une plus importante espérance de vie. Et ce qu'il faut voir également, c'est que la moyenne mondiale, donc en 2000, était de 1,6 steps par habitant et par an. En France, on en est à 4, donc on est par ici. L'aspiration des gens qui, pour l'instant, consomment peu d'énergie, c'est d'arriver au niveau des pays dits civilisés et donc de consommer autant que nous. Or, évidemment, la planète n'est pas capable de le supporter, mais tout le monde est à la recherche de ce confort. Il faut bien le voir en ces termes-là. Alors, si on revient un peu morceau par morceau, je ne vais pas beaucoup détailler, donc les liens entre énergie et habitat. On parle beaucoup d'énergie dans l'habitat, c'est vrai que c'est un point fort. Donc après le premier choc pétrolier, on a fait des progrès. Là, vous avez la consommation en kilowattheure, énergie primaire par mètre carré par an pour les bâtiments construits. Donc il y a eu des réglementations, donc RT veut dire réglementation thermique, au cours des années qui ont fait décroître la consommation du bâtiment. Et donc là, c'est représenté avec les étiquettes énergétiques qu'on voit fleurir de plus en plus. Alors ce qu'il faut voir quand même, c'est que dans la situation actuelle, les bâtiments classés A, eh ben, il y en a très peu, hein, on est à 0,1%, que le parc immobilier des bâtiments neufs, c'est grosso modo 1%, et que donc le gros enjeu est sur la rénovation, le très gros enjeu. D'autre part, je reviendrai après sur la rénovation. D'autre part, alors sur les retours d'expérience qui ont été faits sur ces bâtiments récents, les bâtiments donc dits BBC, bâtiments basse consommation ou haute qualité environnementale, ou green buildings, enfin un peu partout en Europe, il a été constaté qu'entre ce qui était conçu et sur le terrain, il y avait un facteur 2,5 de surconsommation, et dans certains cas, c'était 8. Donc on est économe sur le papier, pour l'instant on n'est pas encore dans la réalité. Les deux éléments mis en cause, c'est d'une part la mise en œuvre des matériaux dans le bâtiment, avec pas assez de formation dans les métiers du bâtiment, et donc beaucoup de défauts de mise en œuvre. Là vous voyez une photo prise à la caméra infrarouge où de l'intérieur on voit que cette fenêtre a été mal posée, donc on a des grosses infiltrations. La deuxième cause principale dans ces bâtiments BBC, c'est l'habitant. Et donc l'habitant, on considère qu'il a une mauvaise gestion des systèmes, qui modifie les températures de consigne, qui dégrade les systèmes. Enfin bref, à l'heure actuelle, du côté de l'ingénierie, les gens aimeraient bien construire des bâtiments, mais surtout qu'ils ne soient pas habités pour pouvoir être conformes au calcul. La réalité n'étant pas tout à fait ça. Donc les craintes à l'heure actuelle, et donc craintes que j'exprime et que je partage avec d'autres, c'est qu'il y a beaucoup de dérives dans la réglementation. Je dirais, en France, donc on a une réglementation
qui se durcit, ça c'est tant mieux, mais qui ne tient pas compte de la réalité du terrain, et donc on ne va jamais arriver au résultat escompté. Alors d'une part, tous les calculs sont faits avec une température de chauffage, température de consigne de chauffage de 19, ce qui est totalement incompatible avec une situation de confort pour quelqu'un d'assis. On met une isolation renforcée, et donc ça va bien, c'est les passive house qui nous arrivent du nord. Ça ne va pas du tout dans les régions du sud. On est en train de fabriquer des bouteilles thermos. Et donc, on voit les consommations de climatisation dans nos régions sud qui explosent. On ne consomme plus de chauffage, mais on surconsomme en climatisation. Donc ça, il faut peut-être réfléchir différemment. Et puis, on fait des maisons qui sont très, très étanches, parce que renouveler l'air, ça coûte cher d'un point de vue énergétique. Mais les médecins sont très, très inquiets pour la qualité de l'air, avec des risques croissants. Donc, du coup, le Grenelle met en priorité la qualité de l'air avec ces étiquettes de qualité de l'air qu'on va voir apparaître. L'étiquetage va être obligatoire progressivement, avec toujours le A+, c'est bien pour la qualité de l'air, et le C, c'est pas bien pour la qualité de l'air. Donc ça va devenir obligatoire assez rapidement. Donc la réglementation thermique fait quelque chose d'un côté, puis voilà, on essaye de contrebalancer avec d'autres systèmes de l'autre côté. Si on regarde maintenant les liens entre l'habitat et l'habitant. Donc là, ce sont des liens très complexes. D'un côté, il y a l'habitat, donc le bâtiment ou tout autre système. On va définir des ambiances, qui sont les ambiances physiques, décrites par des paramètres physiques. Donc il y a l'ambiance acoustique, l'ambiance thermique, la qualité de l'air, qui va être définie par les concentrations, l'ambiance lumineuse. Et puis évidemment, il y a des liens entre tout ça. On commence à avoir un panel de logiciels qui sont à peu près capables de dimensionner ou de représenter correctement une ambiance, mais pour l'instant, les passerelles de l'un à l'autre ne se font pas encore de manière fluide, parce qu'il y a des cultures différentes entre les gens qui travaillent dans le domaine de l'éclairage et le domaine de la thermique. Et puis après, quand on veut mettre un habitant dedans, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on connaît certaines règles qui permettent de déterminer comment un individu va percevoir une ambiance thermique, par exemple. Mais ça, de manière totalement indépendante. Donc, on va avoir des indices simplifiés, des valeurs repères, dans lesquelles on va essayer de tomber en espérant que ça convienne à tout le monde. Mais le problème, c'est que l'habitant, eh ben, il a son petit caractère, alors il a des préférences, il est hédoniste, il va chercher son plaisir avant tout, il n'aime pas les contraintes, il déteste ça, et donc il va rétroagir sur son environnement. Et alors, il rétroagit en fonction d'intégrations multiples et variées, ici, qui dépendent de la situation dans laquelle il est, c'est-à-dire que s'il est au boulot ou s'il est chez lui, il ne va pas du tout se comporter de la même manière. Avec, ici, ce qu'on appelle l'effet portefeuille, qui fait que le comportement n'est pas du tout le même si vous payez votre facture énergétique ou pas à la fin du mois. Si on regarde dans le domaine de la thermique, donc là je zoome un peu plus, donc le domaine de la thermique, qui est le mien. Donc on a l'environnement physique qui va être défini par ses grandeurs thermiques, la température de l'air, l'humidité, la température des surfaces, la vitesse de l'air. Et puis on va avoir des transferts de chaleur entre l'environnement et puis le corps humain. Et puis le corps humain va avoir des réactions physiologiques qui vont dépendre de son activité, ses vêtements, sa physionomie, sa physiologie, l'âge, le sexe, etc. Et puis, il peut y avoir des réactions physiologiques dans un premier temps qui va être de la transpiration. Cette transpiration va modifier totalement les transferts de chaleur. Donc, il y a vraiment un lien qui est fort entre les deux. En fonction des réactions physiologiques ou de l'état physiologique, la personne va percevoir son environnement. En termes relativement objectifs, ça va être du c'est chaud, c'est froid. Et puis après, vient l'interprétation, le j'aime, j'aime pas ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle le confort. Et donc le confort devient très individuel. Et après, la réaction sur l'environnement va être en fonction du j'aime, j'aime pas ça. C'est-à-dire, j'aime pas ça, je mets la clim. Ou j'aime pas ça, j'ouvre la fenêtre, ou j'aime pas ça, etc. On va uniquement réagir par rapport à ça. Et d'autres implications aussi, donc comme je disais, sociales. Et donc là, vous voyez qu'on a un couplage qui devient très étroit entre l'environnement thermique, la thermophysiologie de l'être humain, et ce couplage très étroit passe par les réactions comportementales qui dépendent aussi du domaine psychosociologique. Donc en fait, on a le couplage entre un environnement physique
l'individu qui est de la thermophysiologie et le couplage qui est de la psychosociaux. Et là, ça devient très, très interdisciplinaire. Alors, ce qu'on fait pour l'instant, dans la réalité, on calcule l'environnement, on dit que la personne, il faut qu'elle n'ait ni chaud ni froid, qu'elle ne transpire pas, et on va calculer les grandeurs physiques de manière à ce que la personne soit en situation de ni chaud ni froid. Dans ce système-là d'évaluation, on considère que l'individu est passif, il subit son environnement, et voilà, on ne lui demande pas vraiment s'il est confortable. On lui dit simplement, voilà, là, normalement, tu devrais avoir ni chaud ni froid. Si on veut comprendre mieux ce qui se passe, eh bien, il faut regarder vraiment les liens entre donc l'énergie et l'habitant. Alors l'habitant, le corps, est un système thermodynamique à part entière, avec des échanges thermiques complexes, avec des phénomènes chimiques intérieurs qui font que les petits gâteaux qu'on avale à 4 heures se vont transformer pour nous permettre de marcher. Donc en fait, on produit de la chaleur au centre du corps, c'est ce qu'on appelle le métabolisme. Une très petite partie peut être transformée en travail externe, quand on soulève un poids, etc. Mais bon, la machine humaine n'est pas très performante d'un point de vue production de travail. Et puis, cette chaleur va devoir être dissipée dans l'environnement. Et donc là, on va passer par tous les modes de transfert thermique connus. Donc il y a des transferts au niveau des voies respiratoires, qui sont assez faibles, et puis on va avoir de l'évapocondensation, de la convection, du rayonnement infrarouge, du rayonnement solaire et de la conduction au niveau de la surface cutanée, sachant que la surface cutanée, c'est entre 1,5 et 2 mètres carrés. Donc c'est un échangeur qui a une taille raisonnable. Et puis en fonction de ça, on peut écrire donc le bilan thermique du corps humain, où on va voir ici donc la variation d'énergie interne, où on voit apparaître la variation de température au cours du temps. L'objectif du corps humain, c'est de garder une température constante, donc le 37 degrés. Donc l'objectif, c'est que cette variation soit proche de 0. Donc il faut que tout ce bilan thermique soit équilibré. Alors il y a une partie qui dépend essentiellement du sujet, de son activité, et une partie qui dépend essentiellement de l'environnement. Donc on est dans un système avec un couplage très fort d'un point de vue des échanges thermiques. Ce système, en plus, il est régulé, et il est régulé de manière très maligne. Donc là, on représente le bilan thermique ou la balance. Donc d'un côté, la production ou les gains, et puis de l'autre côté, tout ce qui est perte vers l'environnement. Et donc cette balance, si elle penche d'un côté ou de l'autre, notre température va monter ou descendre. Et on a un certain nombre de processus de thermorégulation qui vont intervenir. Il y a ce qu'on appelle la thermorégulation contre le froid. Et donc là, quand on a la température qui baisse, on va avoir de la vasoconstriction, donc réduction de la circulation pour garder la chaleur à l'intérieur du corps. Et puis après, on va avoir des frissons, et ces frissons vont augmenter la production de chaleur. Si au contraire, on a trop chaud, on va faire en sorte d'augmenter les échanges de chaleur. Et donc là, on va se mettre à transpirer pour augmenter l'évaporation, qui est un phénomène thermique assez efficace. Et puis par ailleurs, il y a de la vasodilatation qui va nous permettre d'amener plus la chaleur interne du corps à la surface, et donc on a les joues rouges. Quand on travaille en thermophysiologie, on considère qu'il y a une zone ici qu'on appelle la thermoneutralité, c'est-à-dire que ma balance thermique peut être équilibrée sans réaction physiologique. Donc c'est l'ambiance qu'on appelle thermoneutre, et c'est dans cette ambiance thermoneutre qu'on va être en, normalement, thermoneutralité sensorielle, c'est-à-dire on ne peut pas dire si c'est chaud ou froid. Et on considère que dans cette plage-là, le confort est possible. Et ça, c'est une base forte, c'est en fait que les approches de confort n'existent pas. Quand on parle de dimensionnement pour le confort, ça n'existe pas. En fait, c'est du dimensionnement pour la thermoneutralité. Et en fait, on se rend compte que vivre dans une espèce d'absence de sensation, en fait, les gens ne le supportent pas bien. L'être humain a besoin d'être sollicité. Et il y a pas mal de gens qui parlent d'endormissement sensoriel. Donc, si on procure des sensations neutres à quelqu'un, en fait, on est à l'endormissement sensoriel. Alors, au niveau de la thermorégulation, en fait, il y a deux phénomènes qui peuvent être contradictoires. Il y a la thermorégulation physiologique, donc inconsciente,
dont le but est de garder les organes vitaux à 37. Et ça, on ne peut rien à la lieu. Et puis, il y a la thermorégulation comportementale, où là, on essaye de maintenir notre confort optimal, c'est-à-dire vraiment la situation qu'on préfère. Alors, l'exemple que je donne toujours, c'est vous êtes à la plage, il y a beaucoup de rayonnement solaire, la balance est très déséquilibrée, vous transpirez à grosses gouttes, vos organes vitaux sont en passe de surchauffer, mais vous restez là parce que vous avez choisi. Donc le confort, c'est vraiment un terme de choix. Vous avez choisi de ne pas fuir ce climat qui est pourtant très hostile. Alors, quelques ordres de grandeur. Le métabolisme, donc la quantité de chaleur qu'on produit, alors c'est vraiment ça dépend de l'âge, du poids, de la taille, du sexe. Ordre de grandeur, repos couché, ce qu'on appelle le métabolisme basal, à peu près 85 watts. Repos assis, à peu près 100 watts. Et puis vous voyez, donc ça c'est le plus, hein, donc course à pied 10 km/h, 1500 watts. Donc on peut produire et consommer par conséquent beaucoup une forte puissance. Mais vous voyez que quelqu'un qui est au repos assis et puis dans la même pièce, quelqu'un qui a une activité légère, eh bien en fait celui qui a une activité légère produit 70% de chaleur en plus. Et donc il faudrait qu'il puisse échanger 70% en plus. Donc il faudrait qu'il soit dans des conditions thermiques totalement différentes pour être dans cette ambiance thermoneutre. Alors après, on a les vêtements, notre premier habitat, qui va être très variable aussi en fonction des gens, et on va pouvoir jouer sur les vêtements pour revenir à une situation. Dans les calculs, ce qui est prévu, c'est que l'hiver, on est habillé avec un clos, qui est défini comme la tenue vestimentaire d'hiver standard, clos venant de clothings, et l'été, on est habillé à 0,5. Donc après, va en découler des recommandations, sans tenir compte de la réalité du terrain. Au niveau de cette balance aussi, une chose qu'il faut voir, c'est que vous voyez donc la chaleur produite est entre 100 et 500 watts. En provenance du soleil, on peut recevoir entre 0 et 700 watts. Évidemment, à partir du moment où on est au soleil, cette balance va être instantanément très très déséquilibrée. Et donc on considère qu'en fait, aucun individu peut être à la neutralité thermique en présence de soleil. Donc s'il reste au soleil, c'est parce qu'il a décidé de surchauffer. Donc aucun système de génie climatique, on va dire, n'est prévu pour revenir à une situation supportable au soleil. Ce qui pose quelques problèmes à l'heure actuelle dans les bâtiments donc bioclimatiques où on favorise les très très grandes baies vitrées. Eh bien l'individu va très très souvent se trouver au soleil et donc comme il ne veut pas être confortable, il va fermer les rideaux. Et donc les apports solaires gratuits prévus ne rentreront pas. Donc ça va avoir une conséquence thermique directe. Et puis la chaleur perdue, elle dépend de tous les paramètres physiques, donc température d'air, température de surface, vitesse d'air, humidité relative. Mais il y a aussi des choses qui vont varier en fonction des personnes. Alors vous voyez par exemple ici l'évolution de la courbe de métabolisme au cours de l'âge. Au fur et à mesure, quand on vieillit, on produit de moins en moins de chaleur. Donc on dit tout souvent que les personnes âgées sont frileuses, mais de fait elles produisent moins de chaleur. Donc comme elles produisent moins de chaleur, il leur faut un environnement thermique qui est différent. Et puis après, la chaleur perdue dépend beaucoup des vêtements, et donc ça c'est un point clé. Ordre de grandeur, dans la situation dans laquelle là on est, donc repos, vêtements d'hiver, on échange à peu près la moitié de la chaleur par convection, c'est-à-dire avec l'air ambiant, et la moitié de la chaleur par rayonnement, c'est-à-dire avec les surfaces environnantes. Très souvent, ces échanges radiatifs sont complètement négligés. La plupart des thermostats sont basés sur la température d'air, donc on va réguler notre environnement sur 40% de nos échanges de chaleur. Et donc, ça ne va pas fonctionner. Petite remarque au passage aussi, quelqu'un qui est dans cette situation-là, sa température de thermoneutralité est entre 21,5 et 25. Donc vous voyez que la réglementation thermique qui prévoit des bâtiments à 19 degrés, on est loin de la neutralité. Donc forcément, les gens ils vont avoir froid. D'autre part, donc, je vous disais qu'il y a à peu près équilibre, mais que s'il doit y avoir des équilibres, il vaut mieux avoir des parois chaudes et un air frais que l'inverse. C'est beaucoup plus agréable. Dernière chose aussi, le corps est lent à réagir.
Grosso modo, on est fait d'eau, donc on va réagir comme notre équivalent en poids d'eau, donc entre 50 et 100 litres d'eau, ça ne change pas de température comme ça. Et donc là, vous avez l'évolution de la température de quelqu'un au bout d'une heure. Quelqu'un qui est nu au repos dans une ambiance à 20 degrés, au bout d'une heure, il se refroidit inexorablement. Donc en fait, la constante de temps en physiologie est à peu près du même ordre de grandeur que la constante de temps d'un local. Alors ceci est un retour sur expérience. Vous voyez que le 19 degrés réglementaire n'est absolument jamais validé sur le terrain. On en est même fort loin. On est en moyenne à 21,9, donc ce qui est conforme aux préférences des gens. Deuxième chose, la thermique ne peut pas tout expliquer. Là, vous avez des courbes, un graphe où vous avez la météo de 2003, donc les températures au-dessus de 35, les températures au-dessus de 45. Et là, donc la surmortalité liée à la chaleur. Vous voyez que ces deux cartes ne se superposent pas du tout. Et en fait, ça, c'est lié à l'adaptabilité de l'être humain. Et aussi au fait que, en fait, vous voyez dans le sud où il a fait chaud, il n'y a pas eu de surmortalité parce que les maisons sont conçues pour résister mieux à la chaleur et les gens sont habitués à se protéger de la chaleur, donc ils vont avoir des comportements totalement adaptés, que n'ont évidemment moins les gens du Nord. Donc en fait, la composante sociologique est importante. Donc ça nous amène directement aux nouvelles méthodes d'aborder le confort thermique, qui est ce qu'on appelle la démarche adaptative, qui part du principe que si un inconfort apparaît, les gens vont réagir pour rétablir leur confort. L'adaptation, elle peut être physiologique, donc inconsciente, psychologique, c'est-à-dire qu'on s'habitue en fait au fur et à mesure aux conditions où on s'y prépare. Et puis après, il va y avoir un comportement qui va être différent. Alors ce comportement, il atterrit à ce genre de courbe, c'est-à-dire que dans les bâtiments, par exemple, naturellement ventilés, on va, là, sur cette courbe, on a la température extérieure et la température de confort, la température préférée des gens. En fait, dans les bâtiments naturellement ventilés, on va pouvoir supporter des températures beaucoup plus élevées à partir du moment où on a accès à notre environnement. C'est-à-dire on peut ouvrir les fenêtres, mettre un ventilateur, etc. Si on ne laisse pas cette possibilité aux gens, là, il va falloir rester dans des plages de variation beaucoup plus contraignantes. Or, à l'heure actuelle, la tendance est à vouloir nous faire des bâtiments très étanches avec des fenêtres qui ne s'ouvrent pas. Alors qu'on voit qu'on peut monter beaucoup plus haut en température l'été si on laisse les gens faire. On parle aussi de plus en plus de ce que les anglophones appellent forgiveness, qui est donc le pardon, en fait. Les gens qui vont pardonner d'être un petit peu inconfortables parce qu'ils savent que ça fait du bien à la planète. Donc ça, les sociologues développent de plus en plus cette démarche. Alors ce schéma a l'air bien compliqué, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, il y a une imbrication successive de la régulation physiologique autonome, la régulation comportementale individuelle, c'est-à-dire les vêtements, la posture, etc., et la régulation technologique qui vient par-dessus. Il faut vraiment que la régulation technologique soit là pour faciliter la régulation comportementale, c'est donc qu'on puisse avoir accès à la régulation technologique, de manière à minimiser la régulation physiologique, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès à notre environnement. Alors c'est par exemple ce qu'a fait le Japon, suite aux crises énergétiques successives qui s'est largement empiré en 2011. Donc ça, c'est un défilé de mode organisé par le ministère de l'Environnement. Ils ont décidé, les Japonais ont un code vestimentaire qui est très très drastique, et donc ils ont décidé de prouver aux Japonais qu'on pouvait passer la température de consigne de climatisation de 26,2 à 28 s'ils changeaient leur code vestimentaire. Et donc ils ont organisé des défilés de mode au ministère pour montrer qu'on pouvait être correctement habillé sans être en costard-cravate. Et donc en 2006, ils ont quand même économisé pas mal d'équivalent pétrole et ils pensent pouvoir en économiser davantage. Donc ça, c'était pour l'anecdote. Et donc ils sont en train de, ça s'appelle le Cool Bees, et ils sont en train de lancer le Warm Bees à l'inverse pour montrer qu'on peut aussi se protéger du froid. Autre chose, il y a aussi des problèmes d'acceptabilité. Donc on se rend compte que finalement, les thermostats, le mieux est l'ennemi du bien des fois, le thermostat un petit peu vieillot en fait est finalement plus utilisé que les machins un peu compliqués qu'on ne sait pas programmer. Et donc il y a du boulot à faire sur l'interopérabilité et les interfaces homme-machine
parce qu'on se rend compte que d'abord les thermostats très compliqués, où il faut le mode d'emploi pour le programmer, ben, les gens ne s'en servent pas, hein, puisque là on voit que sur ceux-là, 9% n'étaient même pas programmés avec les variations semaine-week-end. Et puis très souvent les thermostats en fait ils sont installés un peu au hasard, et on se rend compte que ça a des effets assez catastrophiques. D'un point de vue recherche, où on en est, alors nous, ce qu'on fait au laboratoire, et puis ce qui est fait un peu partout, c'est que l'environnement donc, thermique, on est capable largement de modéliser depuis longtemps, ça s'améliore au fur et à mesure. Au niveau de l'être humain, on est capable de modéliser le corps humain, donc nous on a plusieurs types de modèles, un modèle très simple de thermophysiologie, et puis plus ou moins compliqué en fonction de l'environnement qu'on étudie, et on va calculer tous les transferts de chaleur avec la plus grande précision possible. On va pouvoir donc calculer la température de peau, tous les flux de chaleur échangés, puis on va calculer les sensations thermiques, donc le G chaud, G froid. Ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est qu'on commence à représenter la régulation comportementale en partant du C chaud, C froid. Et donc on est en train de développer un régulateur comportemental avec l'IRIT, donc qui est basé sur un modèle numérique en intelligence artificielle avec des méthodes d'apprentissage qu'on appelle le Q-learning. Donc c'est un apprentissage progressif des actions qui vont avoir un effet positif ou pas sur l'environnement. Notre objectif à terme est d'avoir, ça c'est avec un modèle beaucoup plus simple, c'est de chiffrer d'un point de vue énergétique les différentes actions de l'être humain, de manière à voir quelles sont celles qui sont performantes d'un point de vue énergétique et qu'il vaut mieux favoriser, celles qui ne le sont pas et qu'il vaut mieux restreindre. Vous voyez donc que l'ensemble est compliqué. A-t-on des solutions? Et les solutions, dans un premier temps, il va falloir que les habitats aient des systèmes efficaces et que nous soyons des consommations sobres. Donc ça ressemble... non, je reviendrai après. Donc le confort doit rester prioritaire. Vous voyez ce genre de choses. On a à l'heure actuelle 48% de l'énergie qui est consommée quand il y a du monde et puis 52% quand il n'y a personne. Donc c'est peut-être idiot de procurer des situations de confort à personne. Évidemment, l'exemple c'est l'informatique. Hein, beaucoup d'ordinateurs allumés alors que personne ne les utilise. Donc ça, c'est pas grand-chose de les éteindre, de même pour les consommations des appareils de veille. Donc comme on l'a dit, je suis membre de l'association Négawatt. Donc la démarche Négawatt, c'est donc sobriété, efficacité et énergie renouvelable en dernier. Ça ne sert à rien de faire des énergies renouvelables pour alimenter notre surconsommation. Si on regarde, donc ça c'est la production renouvelable, si on regarde sobriété, efficacité, donc sobriété ça va être l'intelligence d'usage, efficacité c'est la performance des équipements. Cette démarche rejoint celle des instances internationales, donc tirée d'un article qui s'appelle comme ça, c'est ce qu'on appelle l'IPAT, donc l'impact énergétique. C'est en fait la population, donc le nombre de personnes, multiplié par le nombre d'appareils par personne, multiplié par la consommation par appareil. Et donc effectivement, on voit là que ça, si on diminue ça, c'est l'efficacité. Si on diminue ça, le nombre d'appareils par personne, c'est la sobriété. Sachant que la population, pour l'instant, on ne peut pas y toucher. Alors je vous donne l'exemple de système non sobre et non efficace, qui est dans notre université Paul Sabatier. Donc enregistrement fait dans le bureau des thésards au labo. Vous voyez que là, donc c'est sur 24 heures, avec une période d'occupation de 8h à 18h. La zone dite de confort ou de thermoneutralité est ici en rose, donc c'est pas tout le temps le cas. On a des gros problèmes de surchauffe en milieu de journée. C'était au mois de novembre. Proche du radiateur, là on a des surchauffes énormes parce qu'on a des radiateurs qui sont beaucoup trop chauds, à 50 degrés. Ce qui, voilà, vous voyez, proche du radiateur, on avoisine les 30 degrés. Puis alors, comme il fait trop chaud, au bout d'un moment, ils ouvrent la fenêtre. Parce que comme on ne peut pas contrôler la température des radiateurs, on ouvre la fenêtre. Et donc, on jette des kilowatts par la fenêtre à longueur de journée. Et ça, c'est dommage.
Parce que là, vous voyez que pour revenir au confort, on est obligé de surconsommer. L'efficacité, donc ça va être l'efficacité aussi sur l'ensemble, c'est utiliser la bonne énergie au bon endroit. C'est-à-dire que donc là, on a un diagramme de Sankey des besoins énergétiques d'un bâtiment. Si maintenant on ne travaille plus qu'en énergie primaire, si on apporte de la chaleur sous forme de chaleur, donc via un combustible qui soit du gaz ou du fioul, eh bien la consommation d'énergie primaire reste correcte, entre guillemets. Si on chauffe avec de l'électricité, où là on a une grosse dégradation, on a une surconsommation en énergie primaire. Et donc chauffer à l'électricité, c'est vraiment une chaîne énergétique qui est la pire des pires, puisqu'on a chauffé pour faire de l'électricité, puis de l'électricité on en fait du chauffage, et à chaque fois on a des dégradations énormes. Donc il faut réfléchir à cette chaîne complète. D'un point de vue d'éclairage, par exemple, ce dont on a besoin, c'est l'éclairage, c'est ce qu'on appelle l'énergie utile. Si on regarde la chaîne complète et qu'on chauffe avec une ampoule à incandescence, entre cette énergie primaire et cette énergie utile, on a 97% de pertes. Alors certes, les lampes basse consommation vont permettre d'améliorer ce rendement-là, mais on a quand même tout ça qui reste derrière. Donc ça, c'est ce dont on a besoin, c'est les petits bouts, ça c'est ce qu'on consomme. Tout le jeu, c'est de garder, à confort égal, de garder ce petit bout-là, et donc d'améliorer tout ça. Donc en fait, c'est sur la chaîne énergétique complète qu'il faut jouer, et c'est pas sur le confort. Et malheureusement, à l'heure actuelle, on essaye de nous faire croire que c'est d'abord sur le confort. Et je ne suis pas d'accord. L'autre chose, évidemment, le contexte général, ça va être celui du développement durable. Souvent, quand on parle d'énergie, on pense l'aspect écologique du développement durable. N'oublions pas qu'il y a les enjeux sociétaux, les enjeux économiques, dans lesquels le confort et la santé ont un rôle très important. On ne peut pas tout miser non plus que sur ce volet écologique. La dernière chose qui nous aide un peu dans le bâtiment quand même, c'est donc la démarche haute qualité environnementale qui a deux grands domaines. Maîtrise des impacts du bâtiment sur l'extérieur et maîtrise des impacts du bâtiment sur le confort et la santé des bâtiments. Cette démarche, même s'elle a été largement dévoyée au cours du temps, a le gros intérêt d'avoir remis l'être humain à part égale avec le bâtiment et la construction et avec l'énergie. Donc cette démarche tend à se généraliser, donc c'est la démarche qu'on a utilisée pour effectivement la crèche de l'université. Je vais accélérer. Et une remarque aussi, dans les bâtiments récents, le chauffage ne représente vraiment plus grand-chose. Donc c'est vrai que les grandes campagnes qui disent chauffer à 17, chauffer à 19, ça va jouer sur ce petit pouillème-là. Les économies d'énergie dans les bâtiments récents sont ailleurs. Si on regarde cette courbe qui est faite par le CSTB, on voit qu'on a l'immobilier ici, donc les bâtiments existants fortement consommateurs, bâtiments optimisés beaucoup moins consommateurs. Mais si le mobilier, donc les équipements, les ordinateurs, tout ce qu'on a dans les bâtiments, on n'a aucun effort, en fait on a plus de consommation que le bâtiment. Et donc là vraiment il y a d'énormes choses à faire dans le renouvellement, parce que la durée de vie du mobilier est beaucoup plus courte que la durée de vie du bâtiment. Donc là on a un levier qui peut être relativement important. Au niveau des enjeux sur la rénovation, donc en vert, donc vous connaissez cette étiquette énergétique qu'on veut fleurir partout. En 2006, on avait donc la répartition ici qui était en orange. Pour arriver au facteur 4, donc c'est-à-dire donner ici comme définition réduction par 4 des gaz à effet de serre d'ici 2050, il faudrait passer sur cette courbe bleue. Alors là, je dis que d'un point de vue là, les liens entre enjeux et l'énergie et le confort sont quasiment indépendants, parce qu'en fait, toutes ces épaves énergétiques, de toute façon, ne sont pas confortables. Donc, les améliorer, on gagne sur les deux tableaux. On gagne en énergie et en confort. Donc ça c'est quand même bien. Le facteur 4, donc il est défini comme ça. Il y a des gens aussi qui le définissent comme ça, c'est-à-dire 2 fois plus de bien-être en consommant 2 fois moins de ressources. Et j'aime bien cette définition parce que ça remet quand même les choses dans le bon sens. Pour faire un point sur ce qu'on a fait sur l'université, donc avec Françoise Manchot qui est ici, on travaille depuis longtemps sur l'université, donc avec la formation
physique de l'habitat, génie de l'habitat, énergétique de l'habitat, qui change de nom à chaque habilitation. On a commencé par des audits énergétiques et puis des audits confort séparés, puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il fallait faire les deux à la fois. Donc vous voyez qu'on a travaillé sur un certain nombre de bâtiments à l'université, avec aussi des consommations d'eau. On a eu aussi, pendant un temps, on a travaillé avec le groupe Ecocampus de Bordeaux, avec un financement EDF-ADEME sur la maîtrise de l'électricité sur le campus. Je vous rappelle ces chiffres que peut-être des fois on devrait plus avoir en tête. Regardez la facture du campus de Rangueil, plus d'un million de chauffage, plus 1,5 million d'électricité, un peu de gaz naturel, et la consommation d'eau. J'ai beau partir à la recherche, on est à peu près à, je pense, 1,5 million de consommation d'eau aussi. Il est intéressant de faire des économies là-dessus, parce qu'on travaille sur des très grosses échelles financières. Et donc, on a fait des estimations. Sur l'eau, par exemple, on a des temps de retour de l'ordre de 2 ans pour des économies de 20% sur 1 million. Ça commence à devenir intéressant. Et puis, de plus en plus, donc, on fait des audits énergétiques et confort un peu partout, donc avec nos étudiants, nos 25 étudiants de M2. Donc, ça a été, par exemple, dans un collège qui a eu le label EcoSchool, qui est un label européen. Et puis on travaille pas mal avec les bâtiments de l'éducation nationale, avec les autres universités, et puis depuis 2 ans avec la mairie de Toulouse. Donc l'année dernière la médiathèque, et cette année le conservatoire de musique et la bibliothèque du patrimoine. Donc nos étudiants partent sur le terrain avec plein de capteurs, de mesures physiques, des questionnaires, puisque c'est audit, énergie et confort, et donc à chaque fois on passe par la perception des gens. Et à chaque fois, c'est un point important, comment les gens perçoivent leur environnement. Et toutes les préconisations d'amélioration que l'on fait sont de ce type-là. Donc la plupart de nos rapports sont téléchargeables sur le site web de la formation. On va systématiquement avoir des préconisations. Donc là, je vous donne l'exemple de ceux de cette année. On a le domaine concerné, la thermique, des petites améliorations, des petites choses qui vont améliorer beaucoup le confort sans générer de grosses contraintes énergétiques. Et puis après, on en a des fois qui vont largement améliorer le gain énergétique, qui ne vont pas beaucoup avoir d'effet sur le confort. Vous voyez ? Et ça dans chaque domaine. Et donc c'est toujours très intéressant de faire ces deux approches en parallèle, parce que d'abord, on parle avec les gens qui sont confrontés aux situations. Ce qu'il faut voir, c'est que pour atteindre le confort, on a 2 possibilités. Soit les occupants s'adaptent au bâtiment, et donc ça, en général, ils se plaignent, ils grognent, ils râlent. Soit les occupants adaptent le bâtiment à leurs préférences, et soit, en général, là, ils cassent, etc. Évidemment, ça va dépendre du climat. Donc, pour avoir le confort à coup sûr, il faut impérativement développer des systèmes qui permettent à l'individu d'ajuster ses conditions préférées de manière personnalisée, individualisée et non surconsommatrice d'énergie. Donc là, l'électronique, l'automatique et la régulation vont beaucoup nous aider. Quelques phrases de conclusion pour avoir donc le titre de la fédération un peu modifié, un système entre un habitant confortable et un habitat durable. Et ben, il faut aller vers une architecture passive, mais un occupant actif. Il faut arrêter de le considérer comme un pot de fleurs. Pour avoir un habitat économe, il faut que l'habitant soit économe. Et donc là, il est de notre responsabilité en tant qu'enseignant de passer par le EDD, c'est donc l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et donc je pense que ça passe forcément beaucoup par la formation. Et j'en ai terminé et je suis prête à répondre à vos questions. Bonjour et merci pour cette conférence. Je vais peut-être poser une question tabou, mais comment ça se fait qu'il y ait un tel décalage entre ce qu'on apprend et ce qui est véhiculé dans les médias, l'information, et ce que vous dites là aujourd'hui ? C'est-à-dire ?
Je sais pas, par exemple, on dit que voilà, il faut, comme vous avez dit, il faut plus se chauffer, le confort, il passe par la surconsommation, enfin par la consommation d'énergie. Vous vous dites qu'avec 2 fois moins d'énergie, on peut avoir 2 fois plus de confort. Et je trouve que ça, c'est différent de ce qu'on apprend, je trouve, dans les médias. Ben, je dirais que le problème, c'est que tant qu'on a des épaves énergétiques qui consomment énormément d'énergie, c'est vrai qu'un degré de plus ou de moins a des répercussions énormes sur la facture d'énergie. Ça, c'est vrai à l'heure actuelle. Parce qu'on a des épaves énergétiques. Dans les bâtiments basse consommation, c'est vrai qu'on entend dire que dans les bâtiments basse consommation, 1 degré de plus, c'est 20% de consommation en plus. C'est 20% de consommation de chauffage en plus, ok, mais sur des consommations qui sont toutes petites. Donc, c'est pas très grave. Il vaut mieux avoir un bâtiment très peu consommateur et laisser les gens régler le thermostat comme ils veulent, plutôt que comme on a à l'heure actuelle. Je dirais culpabiliser les gens parce qu'ils veulent être en situation de confort, mais qu'on laisse à leur disposition que des épaves énergétiques. C'est là où le discours est pas cohérent, quoi. C'est que il faut d'abord réparer les épaves, quoi. Si on prend la situation actuelle maintenant, là, à la minute, si on éteignait les lumières, par exemple, qu'on éteigne ceci, qu'on ouvre les volets noirs, des choses comme ça, qu'est-ce que vous en pensez de ce genre d'adaptation de l'instant présent, en fait, hein? Moi, je pense qu'il faut laisser les gens libres de faire ça. Il faut qu'il y ait des systèmes de protection de l'énergie. Il faut laisser les gens libres avec des systèmes de protection de l'énergie. Parce qu'il fait très très chaud, en fait, actuellement. Mais le problème, c'est que ces bâtiments, ils ont été conçus déjà il y a un moment, et qu'en fait, on ne peut pas agir sur le bâtiment. Donc, c'est impossible de réguler le chauffage dans cette pièce. Pour éteindre les lumières, c'est toujours super compliqué, parce qu'en fait, il faut mettre les doigts dans le compteur, là-bas, ce qui est interdit en toute logique, hein. Il n'y a pas d'interrupteur, enfin, il y a une partie, il n'y a pas d'interrupteur. Et donc ici, là, si on a trop chaud, la seule chose qu'on peut faire, c'est ouvrir la fenêtre. Et donc, on jette de l'énergie par la fenêtre. Mais on n'a pas d'autre solution. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, là. Oui. Ouais. Oh, mais ça, à l'heure actuelle, avec l'électronique, par exemple, on pourrait très bien avoir un système où il y a un contacteur sur la fenêtre, et quand on ouvre la fenêtre, ça coupe le chauffage. Ça, ça existe. Les technologies existent, quoi. Mais, alors des fois, on pense tout de suite à des choses très compliquées. Alors que ça, c'est pas forcément très compliqué. Et ça, c'est par rapport au chauffage, mais par rapport à la lumière, parce qu'il y a des luminaires là qui dépensent énormément. Les deux projecteurs, là, les deux, je sais pas comment on appelle ça. Mais ça, c'est parce que voilà, ça, c'est pour des raisons, ce qu'on appelle les raisons d'usage. Mais par rapport à maintenant, filmer. Oui, voilà. Mais... ah oui, c'est ça. Vous filmez en ce moment. C'est pour ça que la lumière est forte. Oui, c'est ça. Là, c'est des questions d'usage. Ah oui. D'accord. Et la projection aussi, actuelle. Puisqu'on a fini la conférence, par exemple, la projection. Vous voyez, non, mais simplement pour... Oui, oui. Oui, on peut éteindre le micro aussi pour et parler plus fort peut-être. Oui, au sujet du fabricant de l'appareil électroménager ou le fabricant de la maison, est-ce qu'il a aussi des responsabilités? Qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là? Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fabricant de maison, on va dire. C'est un peu la difficulté du milieu du bâtiment. C'est qu'en fait, il y a des milliers d'intervenants, des milliers de structures. Donc après, la France se dote d'une réglementation qui est très stricte, mais avec relativement peu de moyens de contrôle. Donc pour l'instant, en fait, il y a un contrôle à la conception, éventuellement à la livraison une fois que le bâtiment est conçu, mais il n'y a pas de vérification a posteriori, par exemple, des consommations énergétiques. Il n'y a pas de vérification sur le terrain. Sauf pour les maîtres d'ouvrage qui sont consciencieux, qui ont vraiment envie de savoir ce qui se passe. Mais c'est uniquement à titre indicatif. Il n'y a pas de vérification, sauf à l'heure actuelle, les fameux DPE qu'on voit partout.
qui ont le mérite d'exister pour sensibiliser les gens, mais qui sont en général excessivement faux. Puisque ce dont on se rend compte à l'heure actuelle, c'est que par exemple, toutes les résidences secondaires sont A, voire A+. C'est pas parce que c'est des bons bâtiments, c'est parce que, en se basant sur les factures, comme ils sont occupés 2 mois par an, hein, du coup, ils consomment pas beaucoup, quoi. Mais c'est pas, ça n'a pas de lien avec le bâtiment, c'est juste la manière dont on l'utilise, quoi. Mais il n'y a pas de contrôle. On peut. Oui, bonjour Victor. Vous avez très peu parlé des matières écologiques. Est-ce qu'il y a possibilité, vous savez, le papier, le carton, enfin la paille, des choses comme ça, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de les utiliser pour essayer d'avoir un procédé intermédiaire plutôt que d'aller sur des gros travaux, parce que là, par exemple, sur des choses, des bâtiments comme ça, il faudrait carrément refaire. Ça coûterait peut-être plus cher de faire des choses qui économiseraient. Vous me comprenez? L'objectif, c'était de parler des liens entre les économies d'énergie et le confort. Mon objectif, c'était pas de parler des matériaux. Après, il existe plein de manières d'économiser l'énergie, de rénover les bâtiments, etc. C'était pas l'objectif. Voilà, c'est un autre débat. Quels sont les bons matériaux, c'est un autre débat, quoi. Bonjour, combien de personnes aujourd'hui vivent dans des bâtiments qui ne sont pas HQE? Parce que vous avez parlé des bâtiments haute qualité environnementale, en particulier quand vous avez comparé les consommations de chauffage avec les consommations des biens. Oui, si vous voulez revenir. Là, j'ai que les chiffres français. Les bâtiments HQE ou BBC, c'est moins d'1% des bâtiments du parc immobilier en France. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Avec ceux qui ne sont pas aujourd'hui HQE et qui représentent 99% de... Il faut lancer des programmes de rénovation. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai mis ces chiffres-là, qu'il faut peut-être aussi avoir en tête, mais malheureusement, on n'a pas tendance à... Je vais y arriver. Quand on voit ça, que le coût estimé d'une mauvaise qualité de l'air, ces bâtiments mal ventilés, des produits nocifs, etc., on en est entre 10 et 40 milliards d'euros par an de coûts sanitaires. Qui dit coûts sanitaires, c'est les coûts sociaux derrière, parce que quand il y a une personne qui est malade dans une famille, en général, c'est toute la famille qui est impactée. Et donc, on dit que rénover les bâtiments, ça coûte cher, que ceci, que cela, mais il faut apprendre à travailler en coût global. Si on évite des maladies en nombre, le coût social évité, il faudrait réfléchir vraiment à ça, quoi. Parce que souvent, bon, après, effectivement, c'est tout ce qui est précarité énergétique, accès à l'énergie, etc. Je dirais en ce moment, les offices HLM sont plutôt moteurs sur ces démarches-là. Donc ça, c'est un premier pas. Après, rénover les bâtiments coûte très cher. Ça, c'est sûr. Mais il y a aussi des petites choses qui peuvent être faites. Et on est un peu binaire en France. C'est-à-dire soit on rénove tout, soit on touche à rien. Ça, c'est dommage, parce qu'on pourrait peut-être faire aussi du petit à petit. Enfin, sur l'université, il y aurait peut-être du petit à petit à faire sans tout casser, tout reconstruire. Dans votre exposé, vous nous dites que la composante sociologique est très importante. Or, la taille des groupes humains est très variable. Donc, on vit en famille, on peut être célibataire, puis on peut cohabiter avec des collègues dans des grandes entreprises, dans des grandes universités ou dans des petits établissements, des petites entreprises où il y aura 10, 20 personnes. Donc, comment prendre en compte cette taille très différente d'une institution à l'autre, si on regarde au niveau de l'université, par exemple, notre université, c'est une grande université, pour arriver à coordonner les comportements des personnes. Je suppose qu'une université où il y a des milliers d'étudiants, pour arriver à mettre en place une politique d'économie d'énergie, et c'est très, très compliqué. Et est-ce qu'on peut utiliser les mêmes stratégies en termes de stratégie
Est-ce que ça a été réfléchi? Est-ce que, justement, on essaie peut-être d'appliquer des recettes à des groupes sociaux très hétérogènes, au moins d'un point de vue quantitatif? Les stratégies vont être complètement différentes. On sait que, par exemple, il y a des systèmes, c'est ce que les sociologues font, la différence entre un objet de chaleur et un système de chauffage. Chez soi et dans son boulot, on n'a pas du tout les mêmes demandes affectives d'un point de vue de l'organisation de l'ambiance. Parce que je dis toujours, ça, c'est un bon objet d'éclairage, mais vous n'allez pas mettre ça dans votre salon. Parce que c'est chez vous, donc vous allez faire un choix esthétique qui va être complètement différent. Donc en fonction du contexte, les systèmes techniques doivent être complètement différents. Et après, en fonction de l'usage, les systèmes techniques doivent être aussi complètement différents. C'est-à-dire que nous, dans nos bureaux sur l'université, à l'heure actuelle, on ne peut pas réguler la température. Les radiateurs, il n'y a aucun moyen de réguler la température. Dans les bureaux, ça serait très facile. Enfin, on peut très bien mettre un thermostat. On sait très bien que les thermostats dans les salles de classe ou dans les amphis sont cassés. Donc ça ne va pas être la bonne solution. Ou alors, il faut mettre un certain nombre de protections de manière à que seul l'enseignant y ait accès, etc. Mais les stratégies différentes. Est-ce que vous pensez que si on travaillait dans une université beaucoup plus petite, les difficultés seraient les mêmes dans une très très grande université? Il y a les comportements des personnes. Non, je pense que ça ne change pas grand-chose. Enfin, la taille de la structure. C'est une question d'appropriation de l'espace. Le fait que Paul Sabatier soit très très grand, c'est vrai que ça devient un endroit qui est un peu désincarné. Donc les gens se sentent nulle part chez eux. Enfin, les étudiants se sentent nulle part chez eux. Si on leur donne un espace qu'ils arrivent à se réapproprier, ça change la donne. Nous, depuis des années, on essaye de faire en sorte d'avoir toujours la même salle de cours. Les étudiants, c'est leur salle de cours. Il n'y a pas de traces de pieds sur les murs, il n'y a pas de tags sur les tables, parce que c'est chez eux. Et je pense que c'est une question de réappropriation de l'espace et de respect de son espace. L'UPS, en ça, est trop grand. Et les étudiants se déplacent trop. Ça, j'en suis convaincue. Mais ça, c'est de l'organisation sociétale. Mais il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Inévitablement. Oui, vous avez parlé de l'intelligence d'usage, qui est une très bonne chose, mais des fois j'ai l'impression, enfin, par exemple, tout ce qui est obsolescence programmée, on autorise les fabricants à faire de l'obsolescence programmée. Pour moi, c'est une direction opposée. Au niveau de l'intelligence d'usage, pourquoi ne pas faire un étiquetage si j'achète une machine à laver, que je sache que la machine à laver est programmée pour tomber en panne dans 5 ans? Ça rentrerait dans une logique justement d'intelligence d'usage que vous parliez tout à l'heure. Responsabiliser aussi le consommateur par rapport à ce qu'il achète. Non. Là, il faudrait plutôt responsabiliser le fabricant. C'est vrai qu'entre logique, mais là, on rentre sur un débat complètement militant. L'obsolescence programmée ne devrait pas exister. C'est un comportement unique, quoi. Elle est autorisée, elle existe. Alors, être informé en tant que consommateur, ça pourrait, au niveau du comportement d'usage, ça pourrait. Oui. Et on l'a pas, cet étiquetage, on l'a pas sur l'appareil. Quand on l'achète, on l'a. Non, on l'a pas. On sait qu'il existe, mais on ne le connaît pas. Le 19 degrés idéal, hein, qui c'est qui l'a trouvé, ce 19 degrés dans lequel on a froid, en fait? Surtout quand on travaille. Historiquement, plus personne ne sait d'où il vient, en fait. Il est dans la première réglementation, qui est sortie à la fin des années 70, et il n'a jamais bougé. Et en fait, donc, tout le monde se cramponne à ça pour les économies d'énergie. Mais il n'y a qu'en France où on dimensionne à 19. Hein. Ah non, dans les autres pays, ils sont à 22 en moyenne.
Ou alors, il va y avoir des choses qui vont être différentes en fonction de l'activité des gens. Ils vont dire, bon, pour du bureau, ce sera du 23. C'est pas cette espèce de 19 absolu, et quelles que soient les conditions, quels que soient les bâtiments. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que en fonction de l'activité que l'on a, c'est sûr que dans un 19, dans un bureau assis toute la journée à 19, c'est pas tenable. Mais dans un gymnase à jouer au basket, c'est beaucoup trop. Donc voilà, il faut adapter. Merci beaucoup Françoise Tellier pour votre intervention, pour avoir répondu à toutes ces questions.